I mean, it's strange. It's strange to me too. But we talking about practice, man. We're not even talking about the game, the actual game, when it matters. We talking about practice. Bienvenue sur Symbiose. On n'est pas sur un qui pique pour, donc on est sur un concept un petit peu différent. C'est un concept qu'on avait envie de faire parce que c'est un joueur assez polarisant. En plus, on accueille un expert du joueur pour ce joueur. On va parler aujourd'hui de Hansen Yang et on est avec Chachou. Comment tu vas? Ça va très bien. Spécialiste numéro 1 de Hansen Yang dans le monde. J'harcèle absolument la terre entière avec ce joueur et c'est une magnifique journée pour parler de grands joueurs de l'histoire. Ce beau vendredi très ensoleillé. Tout à Comment fait. tu vas, Axel? Ah, ça va, écoute, on va parler de ce joueur, comme dit, c'est soit tu le détestes, soit c'est le meilleur joueur du monde, tu choisis. Il n'y a pas Ah ouais? de Y'a pas d'entre-deux pour entre-deux. toi? Ouais, si, il y a un entre-deux, bien sûr, parce qu'on va en parler pendant un petit temps, mais a priori, c'est quand même assez polarisant Ouais. voilà, comme Ouais, joueur. les avis divergent quoi, sur le joueur. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est clair. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par, pour ceux qui ne connaissent pas le joueur, essayer de le résumer? Chachou, comme t'es l'expert, euh, est-ce que tu pourrais faire un petit peu son profil? Oui, bah, je peux le faire. Alors, Hansen Yang, on est clairement sur un pivot, hein. On est sur un joueur qui ne jouera pas d'autre poste que pivot. Il fait un truc genre 2m18, une envergure à 2m20, 2m21, 115 kilos à peu près, 110, 115. C'est un joueur qui a passé 2 saisons du côté des Qingdao Eagles, donc dans la ligue chinoise principale. C'est un joueur qui était un peu connu, mais à l'échelle locale en Chine, parce que s'il avait cette hype dans les ligues mineures, etc. Mais là où il s'est vraiment fait connaître à l'échelle plutôt internationale, c'est plutôt la Coupe du Monde U19 de 2023, où il fera des énormes perfs, notamment contre la France et même contre les États-Unis, où il sera assez bon. Et du coup, voilà, il sort de deux belles saisons. Il n'était pas trop ranké chez beaucoup de gens. Et puis il a bien monté avec une excellente combine. Probablement un des plus grands vainqueurs de la combine. Et du coup, c'est un prospect assez intriguant parce qu'effectivement, il joue dans un championnat qu'on n'a pas forcément l'habitude de scouter. Et puis c'est un peu toujours le mystère des mecs qui rise sur la fin de cycle. Et du coup, tu te dis, est-ce que c'est pas une hype du moment? Est-ce que c'est pas le joueur qui était caché et que finalement on découvre? Donc voilà. Donc voilà, on est vraiment sur du pivot. Si on devait un peu lui donner un rôle, un registre de jeu, on pourrait parler d'un très 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 grand en termes de taille. Hub offensif, je pense qu'on peut utiliser le terme. Ouais, ça me choque pas. Avec de la production défensive très intéressante. Ok. Je vais aller un peu sur les playdowns pour comprendre un peu comment il joue. On est sur 30% du temps en post-up pour 0,9 points par possession, ce qui le rank dans le 74e centile. Ensuite vient les cuts, 10% du temps, mais je pense qu'on y reviendra parce que les cuts sur synergie, je trouve que c'est pas valable. 1,3 points par possession et donc là 72e centile. Le pick and roll ensuite à 14% avec 48e centile. Et justement, ça l'on en reviendra. Je trouve qu'entre le cut et le pick and roll, Synergie a du mal à différencier quand il y a par exemple un écran qui est split ou c'est une fausse prise d'écran. Il va compter ça comme un cut plus que sur un pick and roll. Donc c'est là où du coup les chiffres sont un peu faussés. Et ensuite, on est sur 13% du temps en tant que offensive rebounds, donc putbacks. 75% du temps par rapport au time ranking et 75e centile, 1,2 points par possession. Si on va un petit peu dans les stats plus basiques, hop, que je trouve ça. Alors, on est sur cette saison, 15 points de moyenne à 60% au tir, 62% de effective field goal percentage, 64% à 2 points, 28% 3 points sur un volume de 1,1 tentative.
Euh, euh, les rebonds, ce n'est pas noté sur Synergie, ni les passes. Faut aller sur un autre site, je crois, parce que c'est pas. Les rebonds, on est Il est à autour de la 10. dizaine. Il Il est est à à 10 10 tout pile. et les passes, il est à 3. C'est ça, mais et le turnover, je sais plus, il est à 3, quelque chose aussi, non Turnover, il est à 3 aussi. Ok, Il a un ratio assist turnover à autour de 1, je crois. ok, et 66% lancers francs pour 4,6 lancers francs par match. Quand même un gros chiffre, qui n'est pas aussi haut que ses deux coéquipiers, qui sont deux anciens joueurs NBA, si je ne me trompe pas, avec Quindary Witherspoon. Je suis sûr que lui, il a joué NBA, mais Jordan Mikey, je sais plus s'il a joué NBA, je suis pas sûr. Jordan Mikey, il a joué en NBA parfaitement Ok. avec Boston et Miami, de souvenir. Ok. Donc deux joueurs NBA. Dans la ligue chinoise, il y a à peu près un ou deux joueurs NBA par équipe, je dirais. Enfin, en tout cas, des joueurs non, Ouais, c'est ça. En fait, non il y a chinois dans la... des règles de la CBA qui sont assez compliquées sur le nombre de joueurs internationaux que tu peux ramener parce que c'est une ligue qui est très branchée sur la production de talents locaux, etc. Donc, du coup, il y a des règles, mais on est autour de 2-3 joueurs, souvent US, mais ça peut arriver qu'il y ait des joueurs aussi européens qui arrivent. Mais ouais, on a des joueurs il y a des joueurs NBA un peu dans toutes les équipes. Il y a Jared Sullinger, il y a Kenny Lofton, il y a Noah Vonleh, il y a plein de mecs comme ça qui ont fait quelques petits en NBA. Ouais. Il y a Terkavion Smith, punaise. Ah, j'ai vu le nom il y a pas longtemps, ça m'a Ouais, il a fait un match à 50 ça m'a un peu points. sauté aux yeux parce que il est assez récent lui, pour le coup. Ouais, bah faut voir qu'ils ont de l'argent et on en parlait du coup avec Pélican France qui vit en Thaïlande, qui dit que c'est tout le continent asiatique essaie vraiment de se démarquer, essaie de grandir, notamment justement le championnat, si je ne me trompe pas, japonais. Déjà que le Japon devient de plus en plus fort, on le voit au JO chaque année. Pareil aussi pour la Thaïlande, qu'en plus c'est un championnat qui se passe l'été, je crois. Il y a certains joueurs qui vont faire des piges en fait qui font par exemple Australie-Thaïlande pour jouer toute la saison. Donc, euh, Je donc crois voilà, que à c'est voir. l'Indonésie, je crois. Pélican, Ah, c'est Indonésie, pardon. il y a Laurent il est à certes. Jakarta, je crois. Ouais. Je dis pas de Oui, bêtises. bah non, mais vas-y, c'est la honte. C'est la honte. Et du coup, tout ce qui a été Ouais. dit est vrai. Il faut juste remplacer Thaïlande par Indonésie et vous avez la bonne Oui, présentation. tu veux me faire. Non, pour en tirer, je sais pas, moi j'ai noté des choses. Est-ce que vous voulez qu'on commence on commence par attaque, défense, et ensuite peut-être qu'on essaie de prévoir un peu son rôle, quelle place il peut avoir à la draft, et où est-ce qu'il peut atterrir, et comment on peut l'utiliser? Ça vous Ouais. va comme plan? Ouais, ça me va. Parfait. Qui veut commencer pour attaque? Allez, je vais commencer parce que vous avez beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Bah, moi, ce qui m'a le plus. Alors, c'était plus visuel parce que là, c'est sûr que j'espère donner les chiffres de comment se répartit son attaque, mais son jeu de haut panier, je le trouve vraiment intéressant. L'avantage qu'il va avoir de jouer dans le championnat local, c'est que lui donne des ballons, il est vraiment impliqué et bah, c'est un des plus gros scoreurs de l'équipe de toutes les façons. Mais il y a ce truc où il a pu travailler, il a pu s'améliorer, avoir ce truc de voilà, le spin pour aller au panier. Alors juste, je pense, si tant est qu'en NBA, on lui donne cette possibilité, d'essayer d'être un peu plus de variété, tu sais, ce qui va toujours main droite et bah, ça, peut-être quand CBA, ça passe, encore pas tout le temps. NBA, je pense qu'il va falloir être un peu plus varié. Si encore une fois, tenter qu'on lui donne ce genre d'opportunité. Et sinon, ouais, le fait qu'il arrive quand même à trouver la passe par moment. Alors après, comme on l'a dit juste avant, il a pas mal de turnover, donc il est jeune, donc ça, c'est pas très grave. Des fois, il essaie un peu de trouver des passes complexes. Mais ouais, bah, de toute façon, pour moi, c'est le plus la plus grosse partie de ton attaque. Euh, ce que j'ai trouvé le plus intéressante en tout cas. Ok. Ce que je pourrais compléter après, Chachou pourra nous corriger selon ce qu'a fait. D'ailleurs, t'as pas fait ta pub, mais t'as fait un scouting report, t'en fais encore pour le roster et sur ton Substack, si je me trompe pas. Tout à Donc, fait, j'ai fait un n'hésitez pas à scouting report enseignant à retrouver sur leroster.com. ta pub, hein, tu peux y aller. Alors, ce que j'ai noté, moi, je suis d'accord avec le côté footwork, et ce que j'aime beaucoup, c'est que il est très bon sur son haut du corps.
C'est la protection du ballon. C'est marrant pour un joueur qui a pas quand même pas de turnover. Je trouve que, par exemple, tu parles de spin move, il est excellent sur avoir l'équilibre et toujours montrer son dos souvent à l'adversaire pour éviter un maximum de perdre le ballon et qu'il a vraiment un contrôle du ballon. Je pense aussi des fois à la combine, il y a un play où il a le ballon et c'est un peu le bordel dans la façon dont il récupère le ballon, mais très vite, il arrive en fait à tourner son dos et à se remettre en position et à faire en sorte d'être dans une position beaucoup plus agréable. Et je trouve qu'une fois qu'il prend position, il a vraiment une bonne protection du ballon et on sent que sur le footwork, effectivement, il y a un vrai travail, mais surtout sur le haut du corps, je trouve que c'est au niveau des épaules où il est plus fort pour bouger les épaules et pour se créer de l'espace, en plus de protéger le ballon. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que sur le passing game, je pense on va en reparler, mais je pense que c'est un peu son upside en attaque. Parce que la question va être, est-ce que ça va être un offensif? Est-ce que ce sera une sorte de rim finishing? Est-ce qu'on est plus sur un Zakidi? Ou on est plus sur un Sabonis, globalement, dans le style de jeu, ou Hartenstein? Je trouve qu'il a encore un peu de mal au niveau du physique, quand il y a des joueurs un peu plus physiques que lui, qui sautent plus haut, qui sont plus verticaux. Quand il y a des grands pivots en CBA, ça le gêne pas trop. Mais j'ai l'impression que les joueurs un peu plus petits, qui sont très physiques et qui sont très athlétiques, j'ai trouvé que parfois il avait un peu de mal, notamment sur plus les lay-ups. Pas forcément ce mouvement au poste, mais quand il doit aller au lay-up contre des joueurs un peu plus petits qui font des rotations, il a tendance à s'écraser un petit peu au contact parce que c'est pas forcément un joueur qui est hyper vertical et des fois ça résulte avec un toucher qui peut être un peu qui rentre pas dedans. J'ai pas les stats près du cercle. Moi, 95e centile, je vois ici, il y a 74% près du cercle et 70% sur le layup, 93% sur ce dunk. Donc plutôt bon là-dessus. Mais je trouve quand même que parfois il a tendance à trop s'écraser au contact. Je déplore un petit peu, mais ça c'est son équipe, c'est le fait on le voit pas trop vu utiliser en transition. Il y a quelques paniers et quelques dunks intéressants en transition, mais je veux pas savoir s'il va utiliser en tant que trailer, si c'est un joueur qui peut courir un petit peu, ou si c'est vraiment le prototype Zakidi en NCAA, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va toujours être en dernier et qui va mettre un peu de temps à faire du terrain-terrain. Et ça, je l'ai pas trop vu. Pour le coup, il a peut-être plus vu en FIBA où je vais plus vite. Il faudrait que je me refasse à nouveau un petit peu de film. Je trouve qu'il a une bonne. J'aime bien sa façon de se tourner après l'écran. Je trouve qu'il a une pose d'écran plutôt intéressante. En tout cas, quand c'est pas en end-off, parce que je trouve qu'il y a encore pas mal de fautes, je pense à la combine, même en CBA, où il a tendance, quand il pose l'écran en end-off, à reculer un peu ses fesses et se mettre de côté. Et ça, c'est un truc en NBA qui est très souvent sifflé. Les écrans, en fait, où ils sont pas de face sur des end-off. Je sais pas si c'est une question de footwork, s'il est plus à l'aise, mais il a toujours tendance à poser un peu son écran de côté. Du coup, ça fait une sorte de mi-écran mouvement, mi-faux écran, qui est un peu particulier. Et je trouve que justement, là où le plus intéressant, c'est quand il propose le short roll. C'est peut-être une séquence où on l'a pas assez vu selon moi. C'est il propose une solution souvent quand il y a un blitz ou quand il y a un edge en short roll, et c'est là où il est intéressant parce que du coup, quand il est face au jeu, il a quand même plutôt une bonne vision de jeu, je dirais. Même s'il y a des turnovers, je trouve que des fois, effectivement, il cherche un peu trop les passes compliquées. Mais à sa décharge, c'est aussi parce qu'il a des super mains. On en parlait tout à l'heure, il a la deuxième plus grosse main de la combine. Et ça lui permet, je pense, de trouver des angles assez intéressants. On en parlait avant, mais pareil, c'est la passe qu'il a fait à la combine où à un moment il met un petit effet. Je pense que ce genre de passe, il est très bon là-dessus, sur mettre un petit effet. Et je trouve que c'est un passeur qui est peut-être plus à l'aise sur les situations, en fait un peu d'improvisation. C'est-à-dire que on est sur un short roll, la défense va commit, la défense va bouger, et c'est là où en fait il va recevoir le meilleur read. Alors que sur des situations un petit peu très end-off, hub offensif, poste haut, je trouve qu'en tout cas en CBA, il a des fois un peu de mal et qu'il va parfois faire des passes un peu trop faciles à lire. Il y a quelques matchs où il y a des interceptions un peu faciles en fait, où c'est des passes pas un peu prévisibles. Donc à voir sur la vision de jeu, est-ce qu'il est plus à l'aise sur des phases arrêtées, sur des phases en mouvement, et du coup ça correspond aussi, ou est-ce que c'est un joueur qui va pouvoir jouer la transition en NBA.
Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai fait un gros monologue. Je crois que je suis assez bon là-dessus. Genre, effectivement, pareil, je suis d'accord sur les mains. Il faut qu'il soit un peu plus ambidextre. Et que parfois, il a un petit peu de mal à se créer son propre tir en face-up. C'est beaucoup de situations en fait, où il est dos panier. Et il se protège très bien pour le coup. Ça, j'aime beaucoup ces lèvres quand il se protège avec le cercle. Il a souvent cette espèce de petit move long de ligne, en fait, où soit il va faire son hook en se tournant vers l'extérieur, soit il va aller vers l'intérieur, long de ligne, et va se protéger avec le panier pour utiliser sa longueur de bras et sa longueur de taille. Donc là-dessus, j'aime plutôt bien, et voilà, j'arrête là. Chachou, si tu as des choses à ajouter ou des choses où tu n'es pas forcément d'accord, libre à toi. Il y a... Alors déjà, tu as dit beaucoup de choses qui sont intéressantes. Déjà, pour revenir sur la première chose dont vous avez parlé, c'est le post-up. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il galère un peu quand il faut vraiment mettre du contact. Je pense que c'est lié aussi au fait que il est très grand, donc forcément il y a un centre de gravité assez haut. Il a pas des jambes si grandes, si épaisses que ça. Il est quand même sur un joueur et des jambes assez fines. Et je me demande si c'est pas lié à ça, mais en fait le truc c'est que c'est pas si dérangeant dans son cas parce que c'est quand même un joueur qui a une faculté à trouver l'angle d'attaque au poste bas qui est assez exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va savoir à quel moment placer le petit spin, à quel moment il faut aller chercher il faut aller mettre le hook, à quel moment il faut faire le pas vers la droite ou vers la gauche pour se créer son espace. Et je trouve qu'il est assez exceptionnel là-dessus. Et je suis assez d'accord sur ce que tu as dit aussi, c'est que c'est un joueur qui garde bien son ballon en post-up. Et je pense que ça, le post-up, on verra effectivement s'il aura beaucoup de volume dans ces styles de jeu-là. Parce qu'effectivement, en NBA, si t'es pas élite de chez élite, même les mecs très très élites n'ont pas tant de post-up que ça. Donc on verra s'il en a, mais s'il en a, en tout cas, c'est un truc où je pense qu'il sera utile. Je pense que la plus grosse force de Hansen Young quand il arrive en NBA, c'est le pick and roll. Parce que il a des... Oh, c'est pas le meilleur poseur d'écran que j'ai vu de ma vie, hein, pour être très honnête. C'est pas forcément... C'est un peu dommage. Ouais, les placements peuvent être un peu douteux parfois. Il met pas forcément la force qu'il faut pour créer l'espace pour son porteur de balle. Par contre, au niveau de la capacité à aller au panier, c'est incroyable. Dans ce qui est les petits pas pour aller au panier, la fluidité de déplacement de Hansen Young est vraiment très très bonne. Et c'est pour ça que j'aime assez bien dans un registre différent de ce que peut faire un Malwatch, qui lui va plutôt être dans la capacité à faire l'écran et en même temps directement pivoter vers la raquette. Hansen Young, ça va être un mec qui va atterrir extrêmement vite vers le panier et qui, de par son profil un peu plus skilled qu'un Malwatch, va créer une gravité qui sera énorme et la capacité de short roll qu'il a le rend d'autant plus dangereux. Donc moi, c'est pour ça que ce que j'aime avant tout chez lui, c'est sa capacité à impacter comme finisseur de pick and roll. Il est grand, il est gros, c'est un bon dunker. C'est un bon dunker qui a des grosses mains, donc il attrape assez facilement le cercle. Il finit assez bien avec le contact, je trouve. C'est un joueur qui a pas trop de mal avec ça. Étonnamment, pour le dunk, tu veux dire? Ouais, pour le dunk, ouais. En face, tu vois. Ouais. Il finit assez bien. Sur short roll, comme vous avez dit, son jeu de passe, les pertes de balles, à quoi elles sont liées, à mon avis, de ce que j'en ai vu, puisque j'en ai pas mal vu en enseignant, que c'est le mec que j'ai le plus regardé sur ce cycle. Il y a deux choses, c'est les positions un peu douteuses, mais où en gros, il est obligé de faire des moves un peu fin d'horloge. Il est un peu parfois utilisé comme l'option finale quand il y a plus de minutes de son équipe. Ce qui fait que parfois il y a des situations un peu chaotiques où le gars doit limite partir en dribble et c'est un peu foireux. Parce que alors, pour sa taille et tout, c'est un handle correct. Mais handle correct, quand tu fais pour un mec de 2m18, c'est pas un bon handle. Donc il en perd pas mal. Et l'autre chose qui peut lui faire perdre des ballons, et ça c'est un truc que j'avais remarqué il y a un petit bout de temps, c'est il a tendance sur les phases en mouvement à avoir un problème
de savoir à quelle hauteur envoyer la balle, ce qui fait qu'il peut l'envoyer un peu trop en avance. Il travaille vraiment sur ça et ça se voit un peu dans sa manière de jouer, mais il y a des fois où, en voulant bien faire, parce qu'on dit souvent que il faut pas envoyer la passe là où le joueur est, parce que en fait, entre le moment où tu envoies la passe et le moment où le mec la reçoit, en fait, il s'est passé un temps qui fait que le mec il est 1 mètre plus loin. Sauf qu'Enseignant essaye de faire ça, ça se voit qu'il n'est pas habitué à ça, c'est un mec qui est plus un exceptionnel passeur de phase arrêtée, mais parfois, effectivement, il a ce côté un peu j'envoie la passe trop loin en essayant d'anticiper le mouvement. C'est un mec qui a un peu du mal à ce niveau-là, et c'est clairement, pour moi, un de ses gros points faibles offensifs, c'est que sur Chantrol, tu auras besoin d'être un peu plus capable d'envoyer dans le bon rythme, dans le bon timing sur phase en mouvement, surtout que la CBA, il y a beaucoup moins de jeux en mouvement constant qu'il peut avoir en NBA. Et du coup, ça peut poser un problème. Maintenant, c'est un problème assez relatif dans le sens où il travaille dessus, ça se voit qu'il y a de la progression. Et faut aussi pas oublier que enseignant à Qingdao, c'est un mec qui est très protégé par les instances de la CBA, dans le sens où c'est un joueur où la ligue veut que ce soit le futur de la Chine, le futur produit de la Chine. Donc du coup, il lui, il lui donne beaucoup de ballons, il lui donne parfois des ballons des positions qui n'ont pas de sens, ils le mettent dans des conditions qui peuvent être un peu compliquées. Mais voilà, c'est un joueur qui est très intéressant au niveau de passing, il est très créatif. On ne dit pas souvent, mais il est très très créatif. C'est un joueur qui a la passe des 2 mains, avec les 2 mains, à une main, à l'arrière, en no-look, en look-away, dans le corner, à ressortir, que ce soit depuis le poste bas, que ce soit depuis le high post. Il est vraiment très très bon dans énormément de situations. Là où j'ai envie aussi de mettre le point, c'est sur la question du tir. Parce qu'effectivement, Enseignant, il n'a pas un tir viable aujourd'hui. Aujourd'hui, Enseignant, c'est un mec, tu le mets demain matin, franchement, il shootera déjà très peu. Et enfin, sauf si Will Hardy a envie de faire ses conneries comme il disait avec Walker Kessler. Mais dans l'idée, il shootera quand même assez peu. Et ce ne sera pas un joueur super efficace au lancer franc. Maintenant, il faut bien comprendre que l'évolution d'une année à l'autre, elle se voit. C'est-à-dire qu'il y a un plus 4 ou 5% au lancer franc par rapport à l'année dernière. Il y a une augmentation du volume et de la réussite à 3 points d'une année à l'autre. Et pourquoi Enseignant a progressé aussi vite en un an, c'est parce que moi, pour l'avoir un peu suivi dans ce qui se disait dans les médias chinois pendant l'été, c'est que il a un coach de shoot qui lui a été prêté alors c'est pas je sais plus, c'est du Basketball Without Borders Camp ou je sais plus quoi. Et il y a un coach de shoot qui lui a été prêté et qui l'a suivi pendant des stages d'été en Australie, mais aussi pendant toute la saison à Qingdao pour lui permettre de shooter. En l'état, on a vu les résultats à Combine, on a vu les résultats de toute la saison, c'est pas un shooter viable. Maintenant, il y a l'évolution qui est très positive, les chiffres qui montrent qu'il y a une progression réelle. On oublie aussi de le dire, mais pour un joueur de sa taille, 68% au lancer franc, c'est pas mal. En tout cas, c'est une base de travail intéressante. Et on a vu des flashs de bons petits pick and pop où le mec, il catche bien la balle et il l'envoie assez bien. Et en plus, quand tu as cette taille et cette envergure, franchement, t'es incontrable. T'es incontrable par qui que ce soit, parce qu'en gros, les seuls mecs qui pourraient t'arriver au niveau de la taille, de ton release, c'est des mecs qui peuvent pas te tenir en fait si t'es à l'extérieur. Donc il sera incontrable de toute façon. Donc voilà. Pour ce qui est de la transition, t'en as parlé, j'espère. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de plays de transition. Par contre, moi, j'ai quand même un souvenir de quelques possessions où le gars arrive à bien dribbler en transition, à bien esquiver les défenses, à foncer au panier assez vite, de manière assez fluide. Et il y a la fameuse possession qu'il y avait eu où le gars fait littéralement une passe qui fait une passe cross courte depuis la ligne médiane en mode Magic Johnson Prime. Il y a ce genre d'éléments qui font vraiment penser que Enseignant, c'est un joueur qui va être un peu lent, mais je pense que ce sera pas du lent façon Zakedi. Zakedi en transition, il peut vraiment pas y être, quoi. Zakedi, il peut pas atteindre le cercle en transition.
Enseignant, c'est un mec qui pourra mener la contre-attaque et trouver justement la passe pour le mec qui va arriver très très vite en transition, et c'est lui qui va lui faire la cross pour passe pour y aller. Donc je trouve qu'il y a tous ces éléments-là qui en font un basketteur ultra intéressant. Si je devais prendre ses défauts, effectivement, on est vraiment sur aujourd'hui le shoot, sur la capacité à enfoncer ses joueurs. Ah si, et il y a une dernière qualité que je pourrais mettre aussi, c'est que c'est un des tout meilleurs producteurs de lancers francs de la ligue et même de cette draft. Il est très très fort, parce que aussi étonnant que ça puisse être, c'est pas un joueur qui est à l'aise pour enfoncer des joueurs en post-up. Par contre, c'est un joueur qui n'a pas peur du contact. Clairement, quand il faut aller chercher des lancers, il y va. Quand il faut aller, quand il y a un gros intérieur sous le cercle, il a pas peur d'aller le chercher en fait en pénétration ou en cut pour aller gratter des lancers. Il utilise assez bien la fameuse vision des arbitres, c'est-à-dire qu'il sait bien où placer ses bras pour gratter la faute et tout. Alors, il y a un biais forcément de protection des arbitres, parce que Hansen Yang est le petit chouchou du basket chinois qui veut, effectivement, pour des raisons qui sont multiples et variées, qui peuvent être sportifs comme politiques, qui veulent effectivement protéger un peu leur gars et le mettre dans les meilleures conditions possibles. Du coup, il a un peu protégé à ce niveau-là, et donc du coup, il y a effectivement, il y a 2-3 lancers qui sont un peu chelous, mais même quand tu regardes en général, il y a le côté un peu comme ont la plupart des grands provocateurs de lancers, les bras un peu qui s'envolent, un peu dès que tu pars en drive et tout, ce genre de plays qui font la différence en NBA, parce qu'en fait, c'est ce genre de plays qui te permettent d'avoir les lancers en plus, qui te font step up ton efficacité, et ce qui fait qu'Hansen Yang aujourd'hui est un shooter assez mauvais en termes de résultats et pas un tireur de lancer si efficace que ça, mais ça reste quand même un joueur extrêmement efficace et qui va apporter en fait peu importe. Je pense que dans toutes les équipes il apporte offensivement, parce que il est tellement moderne dans sa façon de jouer. Pour moi vraiment c'est le basketteur moderne par excellence, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le joueur l'intérieur de 2m18 qui peut dans un avenir plus ou moins proche shooter, passer, dribbler, on est vraiment là-dessus avec Hansen Yang, et pour moi, c'est pour ça que je l'ai extrêmement haut. Et que je trouve que c'est un basketteur offensivement assez accompli. En plus, à son âge, à 20 ans, être aussi complet offensivement, je trouve ça assez formidable en termes de ce qu'il peut apporter tout de suite et de ce qu'il peut accomplir en termes de potentiel. Je trouve franchement que c'est fort. Le footwork, c'est un des plus beaux footwork de la draft. Et voilà, j'aime énormément Hansen Yang, le côté offensif est assez fabuleux. Il y a des défauts, mais c'est des défauts entre guillemets, comme l'a dit Axel. Est-ce qu'il aura tant de post-up que ça en NBA contre des gros bigs et tout? Pas sûr. Le shoot, il le travaille, donc c'est des défauts qui sont là, qui existent, mais qui sont quand même assez relatifs, soit de par la réalité de ces styles de jeu, de ces plays, soit parce qu'en fait, quand on regarde plus en détail au-delà des statistiques, il y a quand même un truc ultra intéressant chez Hansen Yang. Aujourd'hui, si je devais mettre un vrai défaut qui peut être dérangeant, c'est parfois... effectivement, c'est un mec très créatif qui peut trouver des angles hyper compliqués, mais de temps en temps, une vitesse de process qui fait que il essaie d'être patient. C'est-à-dire de pas forcément forcer la passe et de trouver un peu le gars qui va vraiment cutter au bon moment, etc. Il y a des fois, il est trop patient. Ce qui fait que, en fait, il y a très vite 2 mecs qui sont sur sa gueule et il garde assez bien la balle, mais à un moment, ça a quand même ses limites. Si tu as 2 mètres sur la gueule au quotidien depuis le high post, tu as des risques de perte de balle qui sont déjà grands en CBA, qui seront encore plus grands en NBA. Du coup, c'est ça le vrai point faible. Et ça, je me dis qu'en fait, en arrivant en NBA, ça ira mieux. J'y crois assez. Et puis de toute façon, en arrivant de NBA, il n'aura pas le volume qu'il a eu en CBA. Donc, c'est pas non plus dramatique. Honnêtement, on n'est pas sur des défauts qui sont dramatiques. Voilà, sur ce long tunnel, vous pouvez reprendre la main. Ok. Non, mais moi, je vois un problème, et en plus qui est lié à ce que je voulais dire, c'est que du coup, Axel en parlait comme une sorte de hub, et toi, tu as dit le mot rim finishing. C'est que du coup, on n'est pas quand même sur le même type de joueur, et pour le turnover, je suis assez d'accord.
En fait, je trouve Tu que peux être les comme il deux, a hein. pas. Tu peux être un hub et rim finisher. Ouais, mais faut être un vrai bon joueur. Je pense qu'il est élite dans aucun des deux, et du coup, ça me pose un peu de problème sur. J'ai du mal à un Ouais, peu avoir sa projection là-dessus. Et je disais sur le choix de rôle, en fait, c'est que comme il n'a pas forcément un super jeu de face-up, quand il est en choix de rôle, il va souvent être dos au panier. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de turnover, en fait, où du coup, les équipes vont le double team. Et il y a plein de moments où, effectivement, il attend du coup d'avoir la passe parfaite, en fait. Pas forcément la passe qui va créer du mouvement, mais la passe finale. C'est-à-dire que la passe qui va tanner le panier. Et des fois, je pense qu'il faut qu'il simplifie un petit peu son jeu sur ces séquences-là. Et au mi-distance, j'aimerais qu'il prenne peut-être un peu plus de push-shot, tout ça, pour créer vraiment le fait que quand il est en short roll, il soit une menace. Parce qu'en fait, s'il est en short roll Faux. et qu'il est face au jeu, bah, à part par le passing, il n'a pas forcément d'armes, ou dans ce cas-là, il faut qu'il soit dos au jeu. Et du coup, bah, ça nullifie un petit peu tout son jeu de passe. Donc il y a vraiment ce côté où sur short roll, pour l'instant, je pense qu'il attend entre. Il peut être efficace, mais du coup, il faut qu'il soit dos au panier, mais du coup, ça limite son passing. Et quand il est bon par son passing, par les dégages qu'il peut créer sur short roll, au final, il peut pas punir le panier parce qu'il a pas de shoot et il a pas un vrai toucher qui permet d'avoir, on parle toujours de Richon Holmes, mais c'est comme ça qu'il a fait une carrière un petit peu, hein. C'est par ses petits flotteurs mi-distance, voire un peu plus proche du panier, qui fait que du coup c'est devenu une menace assez intéressante sur quand tu défends drop. Voilà. Je sais plus si Axel, tu voulais ajouter quelque chose sur l'attaque d'Anthony Young. Ouais, je vais pas vous mentir, vous avez dit beaucoup de choses. Hein. Ça avait On l'a été. fatigué. Non, même pas, mais bon, je pense on peut passer à l'autre côté du terrain sans avoir oublié grand-chose, je pense. Est-ce que sur le passing, pardon, je reviens dessus, mais est-ce que vous le trouvez élite ou pas? Pour le passing, Hmm, Ouais. vas-y, Axel. moi, je peux pas trouver élite un jeu. Parce qu'en fait, après, il est jeune, donc c'est normal, mais il veut tellement bien faire qu'il fait parfois trop. Il fait que du coup son turnover trop important. Donc, on aura trouvé ce milieu, je pourrais peut-être employer ce terme, mais pour le moment, non. Il y a des flashs. Les passes, c'est incroyable, hein, mais je peux pas mettre ce terme sur des flashs. Enfin, il m'en faut un peu plus, quoi. Moi, je dirais qu'il est élite en termes de technique de passe. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de trouver des angles exceptionnels et qui est capable de faire des passes d'à peu près n'importe où, dans n'importe quelle situation. Donc, je dirais que techniquement, c'est un passeur parfait, mais que par contre, il faut qu'il bosse son decision making et savoir accepter. En fait, le truc, c'est que Hansen Yang, il a tendance à. Il ne veut pas il ne veut pas faire de perte de balles. Ce qui fait qu'en fait, il prend trop de temps, ce qui crée des pertes de balles. Faut qu'il apprenne que c'est pas grave si, à un moment, t'envoies une passe qui va un peu n'importe où et que ça finit en transition pour l'équipe adverse. Ce qui est important, c'est que si t'as, pour 7 balles perdues, t'en as 9 autres où en fait ta passe, elle était rapide, elle était bien, elle était efficace, et que du coup, t'as créé du mouvement et tu nous as créé je sais pas combien de points. Pour moi, c'est ça qu'il faut qu'il travaille. Sinon, sur l'aspect technique, c'est probablement en termes en tout cas de prospect, c'est quoi? Franchement, c'est le meilleur passing big qu'on a vu depuis 10 ans. Ah oui. Oui. Je sais pas, Ok. j'en ai pas d'autres techniquement qui sont à ce niveau. Après, j'en oublie peut-être, hein. Ok. Tu vois, moi je me dis, est-ce que CMB, en termes de technique, je pense qu'il a monté un peu au-dessus, mais overall, je sais pas. Euh, Après, CMB, c'est compliqué. C'est un big et tout, c'est un peu compliqué. Ouais, C'est moi j'ai c'est un pas mon peu exemple. post-less player. Mais du coup, effectivement, ça pose quand même la question de offensivement. Je pense qu'on apprend peut-être un peu sur la projection NBA. On tâtonne encore sur du rim finishing, un peu du offensif, peut-être un peu des deux. De toute façon, je pense que c'est un joueur qui ne sera pas amené à jouer plus de 20 minutes par match, sauf si Sauf Katakis s'il est dans dans une une équipe équipe. de dope, quoi. Sauf s'il finit honnête, Oui, quoi. Mais sinon, et encore, les Nets, s'ils gagnent trop de matchs, ils vont pas lui donner de ballon, je pense. Ou à Utah, peut-être, tu vois, je veux dire un truc comme ouais, ça. voilà, c'est ça. Où Nets, vraiment ils se Utah, disent que le gros Charlotte. projet, du coup, on prend du temps parce que de toute façon, on gagne pas de match. Même les Mhm. Wizards, hein, why not?
Il y a Ouais, peut-être ouais. une chose aussi qu'on n'a pas abordée, c'était qu'en FIBA, je trouvais qu'il était très bon justement sur la création de son propre tir. Notamment, tu parles du match contre Alexar. Plusieurs fois, il amène Alexar au large. Ouais. Il a cette capacité en fait à utiliser à l'époque en tout cas sa mobilité et son handle. Et c'est des choses que j'ai moins retrouvées quand même cette saison dans la review que je me suis fait. Cette capacité à pouvoir être efficace en pick and pop sans forcément avoir de shoot. Juste par je peux dribbler et je peux aller où je veux. Tu vois, on compare souvent à Sengun. Sengun, il a pour moi un elite skills qu'il arrive quand on a NBA. C'est peut-être pour ça que les gens l'ont pas mis aussi haut. C'est un joueur qui pouvait, rien qu'avec son handle, aller dans n'importe quelle zone du terrain et faire son move, tu vois. Pas forcément juste pour créer un décalage, mais juste je navigue, je vais dans cette position-là parce que je sais que dans cette position, je suis plutôt à l'aise et je vais faire ce move. Je trouve qu'en Yang, il n'a pas encore ce truc de je suis capable d'avoir un handle qui peut me mener n'importe où sur le terrain, tu vois. Et Ouais. c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu en FIBA dans le côté justement, Alexa, je sais que je suis un petit peu plus puissant que lui et je sais que si je fais un spin move, je vais le prendre de vitesse. Et ça, on l'a pas retrouvé, je pense, en CBA, pas trop à la combine. Donc, à voir si ces flashs-là, c'est des flashs qu'il a eu. Il a pas trop progressé sur cette capacité à aller dans les zones de terrain, à naviguer sur le terrain, ou c'est quelque chose qu'on va retrouver ensuite un petit peu en NBA. Parce que c'est un skill pour moi qui est hyper important quand il y a justement ce choix de rôle, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis arrêté et je fais une passe? Est-ce que je peux poser 2-3 dribbles et aller proche de la raquette pour déclencher mon move? Et quand je disais qu'il a un peu de mal du coup à se créer ses lobes, c'est aussi un peu par ce côté-là. Je pense qu'il a encore peut-être du mal à avoir ce process de poser le dribble pour faire son move au post-up. Il est encore un peu trop dans quelque chose de très théorique de. En fait, le post-up, c'est que quand il y a un système et que j'arrive, je sais pas, sur un Anderson cut et que quelqu'un qui passe en dessous et du coup, moi, je me retrouve au panier, tu vois. Il n'a pas encore peut-être cette notion-là. Ça reste encore un joueur jeune. Mais c'est pas le point rouge, c'est le point orange de me dire est-ce que ça a été des flashs intéressants ou c'est des flashs qu'on va oublier ou pas en NBA. Ouais, après, faut voir aussi dans quelle mesure c'est pas une question de système de KingDAO. KingDAO, c'est pas non plus l'équipe top de la ligue. C'est une équipe assez moyenne hein, qui a gratté un peu son spot en fin de saison. Faut voir, parce qu'ils ont Kindary Witherspoon, qui est un joueur très important, un peu ball dominant, qui gère beaucoup l'attaque. Donc du coup, faut voir aussi dans quelle mesure c'est pas une décision assumée du coach de dire en Sanyang, pour nous, ça va être de la finition only. Parce qu'en fait, on a une entre guillemets, la triple-double menace avec Kindary Witherspoon. Et du coup, ils se disent, bah vas-y, nous on veut que Witherspoon il ait tous les ballons un balle en main et que ce soit Antillon qui finisse toutes les possessions. Voir aussi dans quelle mesure c'est pas ça, parce qu'après, oui, je suis d'accord, il l'a pas montré en CBA, mais je pense aussi, faut se rappeler que l'utilisation qui a été faite en CBA sera assez différente de ce qu'on lui demandera de faire en NBA. Ok. Mais écoute, Axel, comme je pense que tu peux aller un petit peu sur la défense, fais-toi plaisir. T'as eu le temps à rattraper en temps de parole. Euh, Là. ouais, après sur la défense, moi justement, c'est sur ceux où j'avais le plus de questions, j'allais vous demander parce que moi j'arrive pas à voir. En fait, parce que par exemple au large, je trouve qu'il est hyper intéressant parce qu'il est assez mobile pour sa taille. Il a quand même une grande taille, donc ça c'est très bien. L'un de vous deux en a parlé au niveau par exemple de son match-up face à Alexar, tout ça. Euh, Moi après, j'ai un peu de mal par exemple quand il va être avec des match-ups sur d'autres pivots, en NBA surtout. Et c'est là où je me pose la question du rôle parce que je me dis, est-ce que tu veux en faire? Parce que, admettons, dans un monde parfait où tous les trucs que Chacho a pu dire, ils se produisent, c'est un starter. Falloir du temps, quoi, parce que là, c'est un peu compliqué. Après, oui, il est quand même c'est un shot blocker assez honnête. J'ai pas sa stat de bloc en tête, mais je crois qu'il tourne. Je sais pas si l'un de vous deux a Il le. a 3,7 contre sur sa Ouais, saison, je donc, crois. donc ça, effectivement, ça c'est intéressant. Euh,
J'ai toujours du mal à me faire comment dire, la bascule entre le championnat où il joue et la NBA. Alors, des fois, c'est idiot, hein, je sais, hein, que c'est complètement idiot parfois. Et de me dire, enfin là, ce qu'il y a en face, ça va être quand même d'un tout autre niveau et ça me paraît compliqué dans un premier temps. Après, il y a des joueurs je vais prendre un exemple peut-être un peu facile, mais Sengun, nous, on a eu les mêmes doutes et au final, bah, c'est un joueur maintenant qui est important pour son équipe. Donc, moi, je suis assez. C'est sur la défense que j'avais le moins à dire, où j'étais le plus sceptique. Donc, je... un peu complexe. Je peux aller un petit peu sur les analytics si tu veux, comme j'ai fait l'attaque. On a 104 possessions de spot-up, 71e centile, 0,8 points par possession. Post-up, 65 possessions, donc un peu moins quand même. 45e centile, c'est là où il est plus bas pour l'instant. Et pick and roll, alors c'est 35 possessions dans ce cas sur les 58 possessions. Pardon, sur les 58 possessions effectivement de pick and roll, il y en a 51 sur du pick and pop. Et donc là, il est sur 75e centile en termes de défense. Donc plutôt bien. Et 52% en isolation, mais c'est 17 possessions, donc c'est pas assez un volume assez important. Je rejoins, son côté, il est plutôt à l'aise au large. Je pense qu'il a une bonne rapidité latérale. Par contre, et sur le reste, comme il a un haut du corps, je pense, assez lourd et qu'il manque un peu de puissance, je pense qu'il se fait un peu facilement enfoncer. C'est un peu dommage pour un joueur aussi grand. Et il n'a pas non plus une verticalité et une wingspan qui lui permet d'être un gros dissuadeur, je dirais. Et du coup, c'est un joueur qui a beaucoup de mal, je trouve, à marcher en reculant et à tourner ses hanches. Du coup, c'est un peu particulier parce qu'en fait, il est pas forcément mal à l'aise quand il faut faire du droite-gauche, donc très vertical. Par contre, quand il faut aller en arrière ou quand il faut faire un petit changement de direction, que très facilement, il a le pas lourd. Et du coup, ça fait qu'il y a quelques séquences quand même où ça manque de respect. Enfin, ce sont des guards qu'on a en cibier, donc on n'est pas sur des guards les plus rapides. Il se fait facilement prendre de vitesse. Que je me dis. Je m'étais fait la réflexion sur les match-up. Alors, ouais, c'est pas des match-up à son avantage, hein, mais je me dis déjà là, galère. Tu vas le mettre sur des. Ouah. Complexe, hein. C'est complexe. C'est mature, j'ai pas vu trop de séquences où il saute dans les feintes, ça rejoint un peu son côté offensif, où je pense qu'il a une vraie compréhension de comment prendre position, comment défendre le post-up. Mais le manque de puissance qu'on peut retrouver en attaque, dans le sens où des fois il s'écrase un petit peu au niveau des lay-ups, je trouve que des fois, je pense qu'il manque de puissance au niveau du bas du corps, ce qui permet en fait de pas contester les positions. Et ensuite le rebond, je pense qu'on y reviendra. Mais Chachou, peut-être que tu as des choses à ajouter. Déjà, je rejoins ainsi ce que vous avez dit sur la question du post-up. Enfin, c'est un mec qui risque de se faire enfoncer et c'est sûrement son plus gros défaut parce que, comme on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est que il a un haut du corps qui est bien, mais on a quand même sur un bas du corps assez fin. On est sur des jambes qui sont pas hyper épaisses. C'est pas un mec très musclé du bas du corps. Et puis en plus, il a un centre de gravité très haut. Donc, forcément, t'es pas forcément à l'aise pour défendre du post-up. Là où je pense par contre je diffère un peu, c'est que je le trouve meilleur que vous en termes de protection du cercle, slash shot blocker. Pourquoi déjà, moi j'ai une règle, c'est que c'est sûr qu'il n'est pas si vertical que ça. Il n'a pas une envergure qui est démentielle rapportée à sa taille. Mais il y a un moment, si tu fais 2,18 m et que tu as une envergure de 2,20 m, il y a un moment, ton standing reach, il est un peu cheaté, hein. Même si tu n'as pas une verticalité de fou, il y a un moment, ça va être quand même compliqué de shooter au-dessus. Donc à ce niveau-là, moi je le trouve quand même très positif. Et j'avais fait notamment l'article sur lui et j'avais un peu comparé à des shot blockers un peu avec une renommée et tout. Qui fait finalement pas tant de fautes que ça par rapport à sa production de contre. Pour donner une idée, alors c'est pas du tout les mêmes volumes, c'est pas du tout les mêmes compétitions, etc. Mais en termes de rapport contre-faute, on est sur Rudy Gobert Archelet.
On est sur les mêmes ranges, à peu près. On est sur entre Rudy Gobert à Cholet et Isaiah Jackson à Kentucky. C'est pas les meilleurs, c'est pas les gens qui ont le moins de fautes, mais c'est pas les pires. On n'est pas dans des ranges de Porzingis à Séville, on n'est pas dans des ranges de Gafford, on n'est pas dans ces ranges-là. On est quand même dans des ranges un peu supérieurs. Comme tu l'as dit, Jasper, c'est quelqu'un qui comprend bien le jeu et qui ne saute pas beaucoup dans les feintes. C'est quelqu'un qui sait très bien où se placer, il sait que quand il y a un gars qui lui fait une feinte, il ne faut pas sauter comme un idiot. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, il fait 2m18, il a 9,2 de 2m20, il peut le contrer. Si jamais c'est pas une feinte, il peut quand même le contrer sans sauter. Donc il n'y a pas besoin de sauter de toute façon. Et c'est aussi un joueur qui, je trouve, je suis peut-être. Alors, moi, je parlerais pas de vitesse latérale. Je parlerais plutôt d'une fluidité de déplacement est bonne. Sa vitesse latérale, je la trouve un peu plus discutable, même si pour sa taille, il est bon, hein, il se déplace bien, hein. Mais par contre, dans sa fluidité de déplacement, et c'est pour ça que je suis pas d'accord, parce que moi, je trouve que justement, il a quand même une rotation au niveau des chevilles qui est très bonne. Il bouge assez bien ses chevilles, elles arrivent bien à aller de la droite à la gauche. Là où je peux être d'accord, c'est que son haut du corps ne suit pas forcément, mais en fait, ça, il a une manière d'aller dans la bonne direction, d'une manière assez rapide, qui est quand même intéressante et qui fait que je pense que NBA sera un mec qui va produire du contre dans un gros volume, rapporté à son temps de jeu, évidemment. S'il joue que 9 minutes, il n'aura pas tant de temps que ça. Mais il aura quand même une production de contre et une justesse dans les fautes qui sera assez bonne, je pense, sincèrement. C'est pour ça que je suis un peu plus positif. Sur Switch, honnêtement, là, on peut parler de défauts, mais c'est les défauts de tous les mecs de 2m18 qui ne s'appellent pas Victor Wembanyama, c'est-à-dire que, quand tu joues Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander, c'est des mecs qui vont venir te chercher. Et ça, franchement, on en a vu d'autres en NBA, des mecs draftés très très haut, dont je ne citerai pas le nom, Donovan Clingan, des Akedi, qui ont été draftés très très haut malgré ça. Et ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, mais ils jouent des minutes assez grosses. Voilà. Donc à ce niveau-là, je suis pas sûr que ce soit un si gros défaut dans la mesure où avoir des mismatch chasers comme Luka Doncic et SGA qui vont venir te chercher, oui, c'est les rois du monde à ça, donc ils vont venir te chercher forcément. Là où je l'aime assez bien, c'est qu'il a ce côté à la fois capable d'être la protection de cercle principale, en même temps de venir en aide de manière assez bonne. Je trouve aussi qu'on oublie, mais enfin, il a quand même des mains immenses, ce qui fait que, en fait, pour rattraper un ballon, même si tu as du retard, en fait, tu peux l'avoir un peu les contres à la Kawhi, c'est-à-dire avec le bout des doigts, le bout de la phalange comme ça. Alors, faut voir si les phalanges tiennent, parce qu'il y a des joueurs qui sont pétés comme ça au niveau des phalanges, hein. Mais, dans l'idée, il y a le fait que, en fait, avec ses grandes mains, il peut aller chercher des contres très facilement, même sur du retard. Et un autre point défensif qu'on sous-estime beaucoup, c'est que c'est quand même un producteur d'interception très honnête pour son poste. Encore une fois, j'avais un peu comparé les chiffres qu'on pouvait avoir avec d'autres joueurs, avec d'autres joueurs de sa taille, donc on est dans les 7-footers. C'est d'assez loin le meilleur producteur d'interception de la liste. Dans cette liste, il y avait donc Brook Lopez, Porzingis, Luke Cornet, Jay Huff, Christian Koloko, Derek Lively, Wemby, Bol, Chet Holmgren, Rudy Gobert, Clingan, Eddie et Malwatch. C'est que des mecs où il leur met quand même une belle vitesse en termes de production d'interception. Parce que notamment, il a ce côté, déjà, grande main, une envergure de 2m20. J'entends que ça peut être une critique de certains, dire entre guillemets, l'envergure ne fait que 2m20. Bon, il fait 2m18, il a une envergure de 2m20. Moi, je trouve pas ça mauvais, je trouve pas ça exceptionnel, je trouve ça bien. C'est une envergure honnête. Et il a quand même ce côté main immense, main active, bonne envergure, compréhension du game, compréhension des systèmes offensifs, qui lui permet d'aller chercher du ballon en ligne de passe. Pourquoi pas de temps en temps sur un post-up, c'est ce qui le sauve un peu sur la défense au post-up, c'est que de temps en temps,
il va aller utiliser ses bras pour aller gratter un peu l'interception sur le côté et tout. Quand le joueur il voudra l'agir un peu n'importe comment. Donc voilà, moi je suis quand même un peu plus positive sur le côté shot blocker, sur le côté rim protection. Je suis assez d'accord sur les défauts de post-up. Mais sur le côté contre, sur le côté production, en plus, on l'oublie, mais c'est quand même un solide rebondeur défensif. Donc c'est quelqu'un qui va aussi te finir les défenses comme il faut. Donc voilà, je trouve qu'il a quand même beaucoup de qualité. Moi, personnellement, j'ai pas trop de doutes sur sa défense. Je trouve limite que c'est le truc le plus simple à projeter, dans le sens où tu connais ses qualités, tu connais ses limites, tu sais ce qu'il peut te faire, tu sais ce qu'il ne peut pas te faire. Et je trouve que c'est quand même un défenseur honnête. Là où j'attends de le voir un peu plus souvent, c'est sur la défense sur pick and roll. Où des fois, il peut se faire un peu avoir. Non, pas forcément à cause de sa capacité de déplacement, plus à cause de choix où parfois il va trop chercher à monter. Ça peut un peu le désavantager. Et après, pour finir un peu, il y a la question de la concurrence en CBA. Alors, il faut savoir que la CBA, c'est quand même une concurrence d'intérieurs très particulier, puisque c'est des intérieurs extrêmement grands. En gros, en CBA, toutes les équipes ont un pivot entre 2m18 et 2m21. T'as Azuki, t'as Jiao Yaoku, t'as plein de gars comme ça qui vont être des intérieurs qui sont 2m18, 2m20. Ils sont pas les plus physiques, donc c'est là où ça peut être plus inquiétant. On revient sur le côté post-up. Mais justement, je trouve que ça permet aussi de mettre un peu du contexte sur sa production de contre et de dire que il n'a pas forcément la verticalité, il n'a pas forcément le côté un peu envergure, le fameux plus 5 pieds d'envergure. Mais il a quand même une production de contre très efficace contre des joueurs qui sont très grands, qui sont quand même bien techniques. Zuki, Jao Yaoku, c'est quand même des mecs qui ont un bout de shoot à mi-distance. C'est pas les intérieurs. C'est pas des intérieurs. Techniquement, c'est quand même un peu plus capable de mettre des paniers que Zakedi. Donc voilà. Je trouve que globalement, défensivement, c'est un joueur que j'aime bien. Effectivement, je suis fan avant tout du joueur pour l'attaque. Mais sur la défense, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de positifs qui vont permettre de faire une carrière intéressante sans être trop une mismatch, pardon, face à des équipes qui voudront le chasser, on va dire. Ok. J'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que vous voyez un coverage autre que le drop pour Anthony Young? Oui, en NBA aujourd'hui. Non. Ouais, c'est compliqué. Hein. Parce que justement, la Kumal, je crois qu'il était un petit peu agressif. Il y avait des moments où il sortait au large. Et en tout cas, mon avis sur David Axel, c'est qu'il est presque un peu à l'aise au large, mais que du coup, s'il est contenté à faire du drop, et que pour moi, il est quand même verticalement un petit peu limité. Le problème, c'est que qu'il peut jouer que pivot et du coup, dans l'idée, la protection de cercle, c'est lui. Donc, même d'un point de vue tactique, c'est compliqué pour lui de s'écarter parce que c'est lui qui est censé protéger le cercle. Donc, s'il s'en éloigne trop, en fait, ça pénalise potentiellement son équipe. Après, et c'est là qu'on peut en revenir à la question du tir. C'est-à-dire que si c'est un mec qui peut développer un vrai tir efficace, dans quelle mesure tu peux pas l'associer à un autre shot blocker, même si le shot blocker en question, il n'est pas forcément très bon techniquement. C'est là où ça peut être intéressant. Mais sinon, effectivement, en drop, ça va être compliqué. Ok. Je reviens un peu ce que je fais noter. Qu'est-ce qu'on pense de son jeu au rebond? Parce que j'ai un avis et j'aimerais bien avoir votre avis avant. Est-ce que tu crois que c'est un bon rebondeur ou pas? Je dirais que en NBA, ça va être compliqué. Enfin, j'ai dit ça depuis tout à l'heure. Le mec, pendant une heure, il a dit la même chose. Un bon rebondeur, fondamentalement, je trouve pas spécialement. Disons que là, j'ai l'impression qu'il profite de sa taille, mais j'ai le sentiment que genre, en NBA, il aura pas tout ce loisir. Enfin, c'est un peu.
un peu réducteur de dire ça, hein, mais spécialement personnellement. Je trouve que il y a, ouais, il y a quand même il sait se placer, mais après, c'est pas non plus exceptionnel, quoi, disons, je trouve. Chachou, ton avis? Moi, je trouve que c'est un joueur qui produit du rebond déjà. Euh, c'est un mec qui effectivement sera pas forcément le meilleur joueur en box-out. Ce sera pas le meilleur. On n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure que c'est pas ouf en termes de puissance sur le bas du corps et tout. Donc effectivement, ce sera pas le meilleur joueur de box-out de l'histoire. Maintenant, il a de la production, il a des mains assez immenses, ce qui fait que c'est un joueur en fait qui peut attraper le rebond à une main sans forcément perdre le ballon. Ça, c'est un point qui est quand même assez important. Il a une bonne position, il a une bonne aussi coordination, c'est-à-dire qu'il va savoir à quel moment sauter pour être le plus efficace au rebond. Moi, je pense qu'il va produire en fait au rebond. J'ai pas trop peur de ça. Maintenant, effectivement, peut-être ça sera pas le mec qui va être régulièrement en double-double de moyenne et tout. D'ailleurs, on le voit quand il joue avec la Chine sur les compétitions adultes et tout. Il y a des matchs où, enseignant, il fait des matchs où il met ses points, mais il peut tourner à 2 rebonds. D'ailleurs, c'est au combat, je crois qu'il a fait un match où il a littéralement pris un rebond en 20 minutes, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un joueur qui prendra du rebond, pas régulièrement, mais c'est un joueur qui va apporter. Et puis, de toute manière, j'ai envie de dire 2,18 m, envergure de 2,20 m, des paluches à trop faire le papier peint sans avoir besoin de quoi que ce soit. Donc à partir de là, tu as des outils pour le rebond qui sont quand même intéressants. Ok. Je pense que je suis plus dur que vous. Moi, je trouve que pour un joueur de Mon sa avis. taille, je le trouve vraiment nul. Je trouve que des fois, il est attentiste, mais vraiment, genre, il a l'air perdu. Je sais pas s'il est trop focus sur la balle ou quoi que ce soit, mais je trouve que pour un joueur de sa taille, il devrait prendre tellement plus de rebonds. Je sais pas si c'est une envie chez lui de pas aller au rebond, mais il y a certains plays où vraiment il défend et je vois il ne bouge pas. Et vraiment, il attend que la balle arrive et je trouve que vraiment pour un joueur de sa taille, ça me perturbe un peu qu'il prenne aussi peu de rebonds, qu'il a aussi peu d'impact au fait au rebond défensif parce que vraiment il y a des séquences, je me suis dit mais il est endormi quoi. C'est vrai que c'est un peu ce truc de il en prend 10, hein, c'est un chiffre, c'est OK, hein, mais enfin, après bon, le championnat 7 chinois, foot 3 quoi, on le donc connaît on le connaît pas assez, mais de ce que j'en ai vu, ils avaient pas l'air trop d'avoir, il y a pas beaucoup de mecs qui je sais pas si c'est font, un manque des d'effort, un 7 manque de foot. moteur, mais vraiment j'ai l'impression que des fois il est attentiste, quoi. C'est le mot pour moi. Les grands gaillards, il y en a pas des centaines, quoi, enfin, Il y en a quand même quelques-uns des contrairement grands à ce que gaillards. peut être du coup Non, les aussi en CBA, comme il y a pas mal quand même de grands pivots, mais par même des fois où il va défendre où il est pas sur la défense, mais il n'y a pas forcément se battre au box-out, c'est juste il a l'air là, il regarde le ballon et je sais pas. Vraiment qu'il manque de constance ou peut-être Ouais, je d'un sais ce que tu veux dire. moteur, de quelque chose, parfois. Donc à voir, mais c'est Ouais, vrai que je sais ce pour que un tu veux joueur de dire. sa taille, ça me dérange un petit peu qu'il prenne un petit peu de rebond. Je pense qu'on peut attaquer sur la dernière petite partie. Euh, dans quel range vous l'avez et où est-ce que c'est quoi sa D'ailleurs, production NBA pour vous? ça me Ouais. permet juste de rajouter un truc dont on n'a pas du tout parlé. Hansen Yang, il a pas forcément le moteur au rebond. Par contre, c'est un joueur qui a une endurance assez folle, hein. C'est un joueur qui a joué une cinquantaine de matchs dans la saison, même plus, entre la CBA, la Chine, etc. C'est un joueur qui a fait de nombreux matchs à 35-40 minutes. Pour un intérieur de sa taille, c'est quand même très bien. Voilà, je tenais à le préciser. Ok, ok. Bah, ça, tu peux commencer si tu veux. Dans une mock, là, tu le Ouais. verrais où dans ta range? Mmh. Moi, par exemple, je suis en train de regarder la mock que j'ai fait récemment, il y a 3-4 jours. Je l'ai mis, milieu de second tour et je me dis au max,
Alors, ce que j'ai une idée très précise, je peux le voir fin de premier tour dans une certaine équipe qui a beaucoup de first round actuellement. Après, ils vont peut-être les trade, mais où là j'entendrais, mais ouais, sinon début, milieu de second tour. Après, début ou milieu de second tour, je vois pas trop de différence. C'est pour ça que je suis assez large, mais grand max 25, je dirais. Alors, Grand, il y grand a quelque chose max. dans la draft Q-Basket, les Hawks sont plus en 22. Est-ce que ça te Ouais, montre bah après, avisable? je peux. Ouais, si, Est-ce que là, je suis pas. ça se passe ce soir de la draft, t'es choqué ou pas? Les Hawks, oui. Et tu vois, par Ok. exemple, bah, l'idée que j'avais, c'est que, bon, encore une fois, ils vont peut-être les trade, mais les Nets ont beaucoup de first round. Ils en ont même deux, je crois. Ils ont le 27 et le 28, je crois. Et je vais vous dire ça dans 5 secondes. Ils ont 26 et 27. Tu vois, si avec un des deux, ils prennent Young, ça, je trouverais ça haut. Et parce que c'est les Nets, c'est parce qu'ils ont. Ça me choquerait pas, tu vois. Ça me choquerait moins, du moins. Et par Ok. exemple, les Hawks, s'ils les prennent en 22, voilà, ça me choque un peu plus. Bah, les Là, dans Hawks, la ils ont position, besoin c'est plus. d'un Ah, mais je pure prendrais. backup, ce que m'a dit le système des Hawks. Ah, backup. Oui, ils croient en. Ouais, au Congo. Au Ouais, Congo, bon. pour là, c'est en fait c'est quelqu'un qui remplace Capella. Si t'as Okongouyan, alors je. En fait, ouais, pourquoi pas, ouais, à la limite. Pourquoi pas. Convaincu, convaincu. Pas convaincu, ça me paraît haut quand même. Non, encore une fois, c'est vraiment l'équipe, moi, qui me titille là, dans ton exemple, par exemple. T'as d'autres Ah, équipes ici où deux ça donne quand envie? même. Comment? Si l'intérêt aux Wizards, Euh, Franchement, non. J'en veux pas spécialement. Il va m'insulter. Ah, disons que. Alors, comment dire? Je pense que. En fait, j'essaye de mettre en parallèle le fait que. Parce que j'aimerais bien avoir Derek Queen, par exemple, mais je me dis, Il est, s'il est c'est plus que là, il y a dispo. vraiment. Ouais, mais il y a un monde parallèle où il tombe jusque le 18 ou le 15-14, un truc comme ça, et on trade up, tu vois, j'ai une connerie. Hmm. Euh, Ouais, peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il partira en 8-9 et puis on sera très content, mais très très content pour lui. Mais pour en venir à Young, non, avec ça, ça me dérange un peu, en fait, surtout au rebond. Dis si t'as deux mecs qui rebondent. On va me dire que Queen ne rebond pas non plus, mais. Je. Ils sont trop dit tout seuls. Non, Young, non, je veux le laisser aux autres équipes. Il peut très bien faire une bonne carrière, il n'y a pas de souci, hein, dans un rôle bien précis, hein. Mais je passerai personnellement pour. Chachou, en 4 Moi, en As. moi, dans mon board, il est très très haut. Charlotte en 4. Non, mais Après, moi, franchement, moi, si je reste lucide par rapport à la vision qu'en ont les scouts sur les rumeurs qu'on a, etc. Au mieux, Au mieux, il sera autour du range 20. Je pense à un type de joueur sur lequel une franchise peut prendre un gros pari et se dire vas-y, je mise sur mon développement et tout pour aller prendre ce mec et le faire devenir vraiment une grosse rosta. Il a ce truc un peu star. Je sais pas, je peux citer par exemple, je sais pas, des équipes comme Miami ou le Thunder, des trucs qui ont un peu la réputation d'être stylés en termes de production et développement de joueurs. Nets, je l'aime bien aussi, mais en plus, il y a même une raison supplémentaire, c'est que il y a un an, les Nets ont tenté de prendre Young Shikri contre les contracts. Et c'était un peu une façon assumée de dire que Joe Tsai, son gars chinois pour aller chercher le marché chinois. Donc en plus, s'il est enseignant, il ramènera un peu plus de monde avec Young Shikri, si je peux me permettre. Et sinon, ah, dans mon rêve, on prend un Charlotte, évidemment. Mais sinon, un autre truc que j'aimerais bien, Boston en 28.
Boston qui Ok. pique en 28 parce que Porzingis il sert strictement à rien. Horford il a 8000 ans. Hornet il est agent libre. Xavier Tillman il joue pas et Nime Escueta ça va être un peu léger pour gérer la raquette de Boston. Donc un mec comme ça qui dans le système Brad Stevens peut s'éclater avec les cutters et les shooters des Celtics. Je prends bien. Du coup, là, Hansen Young, il est genre pivot backup d'une équipe qui joue le titre, là. Ah, pas forcément, parce que Boston, de toute façon, l'année prochaine, ils vont pas jouer grand-chose Ouais, il y avec a la mesure Tatou. de... Ouais. Pour une Donc, tu équipe vois, qui aille sur t'as 2 une ans. année, 2 ans. t'as une année un peu où le gars peut taffer, progresser, faire des erreurs, et si tu finis que 4e, ça va. Hmm. Et Ok, après, ouais, t'as moi, c'est. un mec qui peut être intéressant. Bah écoute, je Et suis je lui assez souhaite d'accord avec surtout vous de ne deux. pas finir à Phoenix. Pourquoi? C'est gratuit, ça. Parce que Greg, il marcelle depuis 10 jours parce qu'il est pas content. Pour moi, c'est sa place. Je sais que ça va pas vous plaire, mais c'est un peu la même place que j'ai pour Rocco. C'est un pari en fin de premier tour, une équipe qui se dit. Ça, c'est des contextes différents, hein, mais pour Rocco, c'est bah ouais, mais il y a 2 ans en FIBA, c'était un joueur de fou et en NBA, il a des séquences très bonnes défensives. Et du coup, bah, t'achètes une partie du prospect pour en faire un pari. Et Yank, c'est pareil dans le sens où, ouais, mais à minima, c'est du run finishing et il y a un truc intéressant de hub offensif que j'achète. Et dans ce cas-là, je pense que on est plus sur des places 25-30. Et après, ça peut glisser en fonction de comment la draft se déroule. Mais là où ils ont de la chance pour les deux, c'est qu'il n'y a pas énormément de seven footers dans la draft. C'est vraiment un pivot en fait. Dans une draft où il y a des Asa Newell, des Derek Quinn, des Thomas Ferber, c'est que des mecs qui font 6'10, 6'9, 6'8. C'est con, hein, mais il y a, à part des seven footers, sinon en tout cas, t'as Danny Wolf, Max Reno. T'as Maxime Reno, Cal Brenner. Ouais, voilà, mais la liste est quand même assez courte, tu vois. Ouais, Yannick Conan, Ouais. sinon, non, Will Riley, c'est pas. c'est vrai. Jackson Money, c'est 6'10. Alan Il y a Newell, c'est Noah pareil. Sengel, du coup, vu qu'il fait 4,40 m. Ouais, mais tu vois, Noah Sengel, c'est 6'9, tu vois, c'est pas non plus un seven footer, c'est pas un mec que tu Moi, il a été que tu annoncé à 6'11 barefoot au Combine. Ah ouais? Europe. Ouais. Après, c'est pas un mec que je mets poste 5 quand même, hein. Non, il reste à taille, tu vois. En fait, je me dis, si tu veux ton backup big, les choix se réduisent très facilement parce que tu vas très vite avoir des Ouais, c'est sûr. Reno, Zikarski, Young, Wolf et Yannick Conan. Et au final, t'en as 4 qui ont à peu près tous la même range. Et il y a des équipes, tu vois, on parle d'Atlanta, c'est parce qu'Atlanta, ils ont besoin d'un mec Capella est en fin de vie. Ils vont besoin d'avoir un backup. Et soit avec le 13, là, et 14, je sais plus, on va essayer de chercher un joueur intéressant en pivot s'il y a encore Maloche ou quoi. Mais en fait, si Maloche y part, après, tous les seven footers, il n'y en a aucun qui est annoncé avant les places 20. Donc, il va y avoir une vraie bataille et ça dépend aussi de, je pense, l'équipe. Tu vois, on parle de Phoenix qui a besoin du secteur intérieur. Ils vont devoir faire un choix, Phoenix, donc à voir. Mais je pense que c'est réalistiquement sa place. Et voilà, je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Ça fait une bonne heure, je pense qu'on parle du prospect. Je pense que les gens savent un peu maintenant qui est le prospect en Young et pourquoi il est si polarisant. Moi, si j'avais une chose à rajouter, c'est Jeff Peterson. Si tu m'écoutes, démerde-toi pour l'avoir avec un des pics du second tour. Voilà, Contre démerde-toi. du cash, là, franchement. Ouais. De toute façon les deuxièmes tours, ça ne vaut plus rien. Maintenant, tu t'envoies 300 000 €. T'as rien pour une franchise NBA. Voilà, puis au pire, tu fais une promesse, tu te dis, on prend un two-way, on voit ce que ça fait avec la Summer League. Parce que maintenant, en fait, je trouve qu'entre un second tour et un two-way, il y a plus grande différence, tu vois. Là où avant, t'avais le côté, t'es drafté. En fait, maintenant, t'es drafté, mais t'es drafté en 50. Autant être au second tour et être en Summer League, c'est la même chose. Donc voilà, à voir. Le truc, c'est qu'à Charlotte, on a joué des matchs avec Taj Gibson pivot titulaire. Donc, le fait qu'Anthony Young soit viable ou pas en NBA, je crois qu'on s'en fout un peu à Charlotte. En tout cas, je pense que Après, c'est il faut- sûr que c'est un joueur qu'on verra en Summer League. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Hype Young Donc. en Summer League. Oh là là. Franchement, oui. Contre des, Je vais être contre des relou. petits-enfants, là. Je vais être relou. Voilà, hein. Ça ressemble à la CBA finalement, donc bon, il sera à la maison là, dans ce cas. Euh, No entre disrespect.
La compa Zikarski et le Summer League, c'est de la CBA, vas-y. No disrespect, en vrai, et j'exagère. Mais ouais, en vrai, de toute façon, je vais pas en rajouter, je pense à peu près pareil. En tous les Pareil, cas, hein, que le prospect soit sélectionné façon premier, second, on fout un peu, c'est juste que j'ai hâte de voir du coup l'adaptation de NBA pour voir s'il y a vraiment un mur entre la CBA et tout ça. Est-ce ce qu'on a vu en FIBA, c'est une promesse, un mirage ou pas? Il y a qu'on aime ou qu'on n'aime pas le joueur, je pense qu'il y a des choses intéressantes dans le joueur et c'est un profil en tout cas c'est un profil qui change la NBA et franchement c'est des profils qu'on veut voir, tu vois. C'est aussi pour ça moi que j'aime beaucoup TMB. C'est des profils qu'on voit pas beaucoup, donc c'est des profils qui en plus qui envisagent en NBA peuvent essayer de changer un petit peu la NBA et essayer je sais pas de rendre ça un petit peu fun parfois. C'est cool quoi. Je suis d'accord. Donc voilà, je sais pas si vous avez un dernier mot, n'hésitez pas. C'est le moment. Vivant cette nuit. Voilà, vivant de Sonny Young, on va rester là-dessus. Mais écoutez, merci de m'avoir rejoint pour ce podcast et on se dit à bientôt pour un prochain podcast. À la prochaine. À la prochaine, ciao.